Coucou, c'est Tatanexia et aujourd'hui on va parler des recherches. Ce thème de vidéo m'a été proposé par Laurani que vous pouvez suivre sur Wattpad et également sur Twitter. Il y a toujours les liens dans la description. Oh là là, je vous vois venir, ce thème va être barbant, ennuyeux, pénible, stop. Je vais en tout cas essayer de le rendre le plus fluide et amusant possible. Car oui, les recherches c'est une étape incontournable pour tout auteur et autrice. Tout d'abord, les recherches, c'est quoi? Ça peut être une recherche sur le sujet de votre ouvrage, sur un lieu, une période, une époque, des personnages, un handicap ou une cause que vous aimeriez défendre. Peu importe, quand on écrit, on fait forcément des recherches. Pourquoi faire des recherches? Je vous ai un petit peu mis à contribution pour ce paragraphe. Pour Jeanne Malisa, autrice de Tuata, c'est nécessaire surtout parce qu'elle avait, entre autres choses, une petite partie historique. Pour Violette Gilliant, désolée si je le prononce pas très bien, c'est obligatoire pour un roman historique par exemple car les lecteurs n'ont pas à avoir de l'approximation. C'est ce qu'elle a fait pour son roman sur Wattpad, Un voyage presque ordinaire. Pour d'autres, c'est la géographie qui doit être respectée. Pour Elsa Capdevila, pour la fantasy, aucun besoin de recherche pour elle, mais pour son steampunk, oui. Pour Salema Oyar, c'est un pays comme le Japon sur lequel il a fallu faire des recherches. Pour Stéphies, on a déjà parlé de son roman Femdom dans une précédente vidéo. Je cite, « Dernièrement, j'ai eu besoin de savoir à quelle vitesse peut se déplacer une galère. » Voilà, c'est un peu un truc basique pour nous, oui, à quelle vitesse... Mais non, c'est précis. Pour Fran Basile, côté recherche, j'ai besoin d'avoir une connaissance étendue du sujet que j'aborde, même si je ne parle pas de tout. Petit aparté, je suis complètement d'accord. Pour mon projet Biopunk, j'ai surtout accumulé des recherches sur l'ADN, l'écologie, les matériaux intelligents, la psychologie, la structure du cerveau. On poursuit avec Eric Oaknart. Un terme technique peut lui prendre 2 heures de recherche et pour son roman Réflexion passée, c'est en faisant des recherches sur 1136 que certains éléments de l'intrigue se sont imposés à lui. Pour Karine Lefebvre, elle a fait des recherches sur le cancer pour son livre car pour elle un minimum de cohérence s'imposait. J'ai lu un livre d'un auto-édité récemment concernant le cancer, la personne ne s'était pas du tout renseignée et après renseignement pris, effectivement, il n'avait même pas en fait essayé de chercher même sur internet ou dans un livre, peu importe. Non, en fait il avait écrit comme on lui pensait que ça se passe. Ça n'allait pas en fait, rien ne tenait la route, c'était pas forcément cohérent. Donc je répète, si jamais vous voulez parler d'un thème, renseignez-vous un minimum. Même des fois sur les réseaux sociaux, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui s'y connaît, qui est peut-être même dans le métier, etc. Ça peut en plus apporter de l'enrichissement et du vocabulaire. Pour Marie Continenza, pour son roman L'autre vie de Sophie du XVIIe siècle, il a fallu des années de recherche. Pour Alistair, il a fallu se renseigner sur l'Amérique latine, la Colombie plus précisément, pour savoir comment ils font passer les drogues, le blanchiment d'argent. Ou encore, pour Laurent Delépine, c'était le prix des denrées au Moyen-Âge sur lesquelles il s'est intéressé, ou encore combien de kilomètres peut faire un cheval. Parce que même si on écrit de la fiction, on va aborder des thèmes et il faut s'informer un minimum dessus. Il faut savoir de quoi on va parler, se documenter pour écrire. Pour Schwips, c'est ultra nécessaire pour la cohérence du récit. Pour Fenki, désolée si je ne le prononce pas très bien, ça va encore plus loin. Elle est très pointilleuse et elle peut se bloquer pour un minuscule petit détail. L'exemple le plus frappant, elle a dû aller chercher la phase de la lune une nuit de juillet 1864 à Kyoto pour être sûre d'avoir le bon éclairage. Par exemple, au cours de mes propres recherches pour cette vidéo, merci Morgane, je suis tombée sur le billet d'une autrice, Maude Perrier, qui a parfaitement bien résumé l'importance des recherches. Je vais donc la citer. Elle me permet de rendre mon récit aussi crédible que possible en diffusant des informations qui sont réelles. Elle me donne des idées de scènes que je pourrais ensuite intégrer à mon histoire. Et comme elle le dit, ça enrichit la culture personnelle. Et pour les connaisseurs, oui, il lui arrive de glisser des petites choses pour ceux qui sont amateurs d'un thème en particulier. Et c'est tout à fait ça. Je la rejoins effectivement là-dessus, puisque moi aussi, pour les connaisseurs, des fois un peu plus en juridique ou même parfois en informatique, ça pourrait peut-être m'arriver, je glisse effectivement des petites choses. Bon, pour ceux qui n'y connaissent rien, ce sera juste inclus dans l'histoire, mais pour les connaisseurs, c'est un petit clin d'œil en fait, ça peut être plaisant.
Enfin, faire des recherches est aussi passionnant et ça permet même de donner des éléments supplémentaires auxquels par exemple l'auteur n'aurait pas pensé. Et oui, faut pas l'oublier ça. Comment faire des recherches? Alors là, je vais essayer d'énumérer un petit peu tout. Ce n'est pas une liste exhaustive, hein. J'ai essayé de rassembler tout ce qui pouvait être intéressant. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les choses, hein. Ça peut être super enrichissant. Alors, les bibliothèques, médiathèques, internet, les blogs, Wikipédia. Je rappelle que Wikipédia c'est une compilation de sources, donc il faut bien aller voir la source, hein, qui est très souvent tout en bas, l'ouvrir aussi pour voir qu'est-ce que ça concerne. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo concernant les genres littéraires partie 2, concernant par exemple la romance. On pourrait croire que la définition concerne tout le monde, et en fait quand on va un petit peu farfouiller dans les sources, eh ben, on se rend compte que l'étude par exemple ça portait que sur les auteurs anglophones, etc. Ça peut être toujours intéressant bien de vérifier. L'entourage, les collègues au travail ou sur des forums de discussion traitant d'un thème précis également. Les guides touristiques, ça peut paraître bête, dit comme ça, mais j'ai un ami auteur qui habite dans une grande ville et qui a suivi une visite guidée pour apprendre l'histoire des lieux, les anecdotes qu'il pouvait réutiliser dans son polar. Ça a été très instructif. Les journaux. Non seulement ça peut vous donner des idées, je pense par exemple à l'autrice Oreza Dantes, que j'ai déjà chroniqué, pour un certain chapitre dans un certain ouvrage. Mais par exemple pour les faits divers, certains journaux utilisent le vocabulaire juridique, donnant tout de suite à votre policier par exemple une crédibilité, même sans aller chercher plus loin, ça peut être très bien aussi comme ça. Les revues historiques. Les images d'archives, l'INA par exemple a une chaîne YouTube, ça peut être extrêmement intéressant, il y a plusieurs petits reportages, alors des fois c'est très court, hein, ça peut être en 2, 3 voire 5 minutes, des fois c'est un petit peu plus long, ça peut donner des exemples, ça peut aussi un petit peu nous projeter dans ce qui se passait à cette époque-là, même si, hein, je rappelle, vu que c'est souvent des reportages et des documentaires, c'est toujours un petit peu ciblé, hein, on va sélectionner qui on veut passer à la caméra, qui ne va pas passer à la caméra, et les questions sont parfois orientées. Mais ça peut, on va dire, commencer le terrain. Ou encore, comme Alexandre Page m'a confié, le site gallica ou archive.org, ça peut aussi être une mine d'or. Si l'histoire se passe dans une ville particulière, intéressez-vous à elle, aux habitants, aux traditions, aux spécialités. Un truc tout bête hein, également que j'insère un petit peu ici, mais les pages blanches, les pages jaunes.fr hein, ou le bottin si vous le recevez encore, ça peut s'avérer aussi une mine incroyable pour les noms. Je ferai une vidéo spécifique sur les fiches personnages, sur les noms, etc. Mais des fois, il y en a qui ont du mal. Pensez aux anagrammes, pensez justement aux bottins. Mais il y a des noms en fait un petit peu partout à glaner. Même les voisins. Oui. Pour Pompon Herdwick, ça passe par l'achat de dizaines de livres qui compulsent le sujet de A à Z. Histoire, géo, vie quotidienne, langue, recettes de cuisine, vêtements, religion, architecture, déco intérieure, bref, un peu de tout jusqu'au détail le plus insignifiant. Et oui, après, effectivement, il y a une bibliographie non exhaustive d'ensérionnage. C'est effectivement très instructif et en plus, après, ça permet de repiocher. Les rayonnages, le tri, oui, je fais une petite transition là, parlons-en. Comment trier ses recherches? Comme Florence Brichot me l'a dit sur Twitter, pour son policier, elle a pris plein de notes. Elle est allée sur divers sites et rappelait qu'il faut bien faire le tri entre des sources fiables et un peu moins. Car oui, on peut trouver de tout. Comment le savoir si c'est fiable ou pas? Je vous ai mis le lien du décodex du journal Le Monde. Il existe également une extension sur les navigateurs. Alors, à quoi ça sert? Bon, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas les décodeurs, je vous invite tout de suite à y aller. Ça décortique en fait l'information, ça peut aussi débunker les fake news. Et c'est pas mal parce qu'il y a l'outil sur le navigateur qui permet, avec une simple couleur, de savoir si on est sur un site qui paraît sûr, avec des mentions légales extrêmement explicites, ou si au contraire on est sur un site parodique. Parce que parfois, bon alors Logographie, tout le monde sait que c'est un site parodique, mais des fois c'est un site parodique, mais il faut les voir dans les mentions légales, ou alors c'est un petit peu mis en petites lignes. Donc les gens reprennent ces informations, et après les mettent après sur des blogs, alors que c'est pas vrai, déjà. Donc surtout bien vérifier là où vous allez chercher l'information. Dans un autre lien dans les sources, parce que je mets tout plein de petits trucs pour vous, on parle également d'objectivité. Est-ce que le point de vue personnel est énoncé dans cet article ou dans un blog? Est-ce que c'est sourcé? Est-ce que c'est basé sur des faits ou plutôt sur une opinion? Apprenez à avoir du recul par rapport à ce que vous récupérez. Je peux donner un exemple tout bête, hein, mais sur un blog, à partir du moment où ça commence par oui, ben il s'est passé ça, je pense que... Bon, déjà avec le jeu,
ben, c'est déjà une opinion personnelle que la personne va essayer d'amener, c'est pas très objectif. Ou alors quelqu'un qui va par exemple faire un billet sur l'actualité, mais qui va ne citer absolument aucune source. Donc vous pouvez même pas vérifier ce qu'il ou elle a dit. Mais ça, non, pour moi en tout cas, ça ne passe pas. Puisque la personne peut dire absolument tout ce qu'elle veut, n'importe qui peut quand même faire un blog, peut écrire un billet ou aller sur Facebook pour écrire des pages. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? N'oubliez pas de toujours vérifier. On va s'intéresser un petit peu au tri maintenant. Oui, alors c'est un petit peu difficile pour moi qui suis une bordélique née. Hein, bon, il existe quand même plusieurs méthodes de tri que j'ai un petit peu glanées sur internet et que j'ai demandé à certaines personnes. Bon, le système alphabétique, jusque-là c'est facile, tout ce que vous avez récupéré, que ce soit ouvrage, article, témoignage, un peu importe, vous avez fait un petit tri alphabétique. Pourquoi pas? Bon, c'est pas forcément le meilleur, mais je sais que ça existe, il y en a certains qui le font, et qui après mettent ça sur Excel, ou sur Word, ou sur un tout autre système, et les garder aussi, les classeurs par ordre alphabétique. Voilà. Le système thématique. Pour un roman policier par exemple, ce sera tout ce qui concerne la procédure d'un côté, les enquêtes de l'autre, ou pour un roman fantasy, ce qui concerne la vie des nains à gauche, la vie des barbares perdus à droite. Ou l'inverse, ça dépend. Ça peut être également en fonction de ce que vous avez envie d'aborder, ou en fonction aussi des chapitres. Ça, on y vient après avec le système planique. Oui, je viens complètement d'inventer ce mot, mon système par plan, je trouve ça un petit peu moche. Alors, mon système planique. Il y a une autrice qui m'a parlé de son tri. Elle gère ses recherches selon son propre plan. Par exemple, elle sait qu'au chapitre 2 sera introduite telle espèce dans son monde. Elle a fait un dossier, des fichiers, des sous-fichiers, et il y en a un qui s'intitule « Pour le chapitre 2 ». Alors c'est très long au début, mais pour elle, quand elle écrit, il n'y a plus qu'à ouvrir ce sous-fichier, chapitre 2 ou 5 ou 8, peu importe, et elle retrouve tout ce qui doit concerner son chapitre selon son plan. Pour ceux qui fonctionnent avec un plan, bon moi je fonctionne pas avec un plan, mais il y en a certains qui fonctionnent avec un plan, effectivement ça peut être aussi une idée pour trier. Le système aussi, nos tri. Bon, alors ça c'est moi, c'est-à-dire que les recherches concernant internet, c'est juste des marque-pages, dossier, roman à la sauce, quelque chose. Voilà. Les ouvrages, je recopie souvent sur un carnet ce que je trouve, je mets des post-it de couleur et après je retranscris. D'ailleurs, je crois que j'ai plus de post-it de couleur. S'il y a des émissions ou des reportages, je les mets souvent aussi de côté pour après les revoir et me remettre dedans. Je relis, j'emmagasine et après j'écris. Et parfois, quand mon compagnon en a un petit peu marre du bazar, il s'amuse à trier mes documents. Ouais, c'est un petit peu en vrac, moi, créé au fur et à mesure. Je sais pas vraiment trop trier, chez moi c'est un petit peu une option, mais il s'en sort plutôt pas mal. Et vous pensez que ça s'arrête au lieu et au thème, les recherches? Non, 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 non. Ça concerne aussi les recherches pour les personnages. Pourquoi? Eh bien, selon le contexte, certains caractères se dessinent en fonction de leur lieu d'habitation, mais aussi de leur origine. C'est très important de savoir d'où ils viennent, vos personnages. Un exemple classique, pour une de mes histoires, ça se passait en ville, et une autre à la campagne. On va dire assez désertique en plus cette campagne. Vous pensez vraiment que les deux personnages allaient réagir pareil par rapport à leur vie, juste tout simplement leur vie? Non. J'ai moi-même des différences avec des amis ou des auteurs et autrices, dans le sens où notre passé n'a pas été le même. J'aurais dit souvent l'exemple le plus parlant. Pour aller à l'école tous les matins, je me levais très tôt, j'avais énormément de minutes de transport, c'était extrêmement long, bienvenue à la campagne. C'était aussi bruyant dans le bus, on était un petit peu tous surexcités. En ville, j'ai des amis et au lycée, elles prenaient le bus de ville en 10 minutes. Voilà, 10 minutes, elles y étaient. Elles se levaient plus tard, mais du coup avaient moins le temps de papoter dans les transports, de penser à autre chose que l'école aussi. C'est trivial, vous allez me dire, oui, mais pour une histoire, si vous écrivez une histoire de Jungay, jeune adulte, une adolescente qui quitte sa campagne pour aller en ville dans laquelle il y a plein de transports qui s'offrent à elle, choix en campagne on ne peut ne pas avoir, réfléchissez à sa réaction. À Lyon, quand j'ai vu le métro pour la première fois, j'avais 18 ans, mais j'ai pris peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, forcément, il va peut-être falloir un petit peu réfléchir aux réactions de votre personnage. Est-ce qu'au contraire, elle va être super curieuse? Ouais, je vais y aller tout de suite. Ou au contraire, plutôt comme moi j'étais, et à reculons. Puis comment on fait pour valider ce machin-là? Voilà. Essayez de vous mettre vraiment dans la peau de votre personnage ou de faire des recherches, par exemple, par rapport au lieu. Tout peut ne pas être utilisé. Je suis partisane du « j'écris beaucoup en bio » même si je ne mets pas tout. Ça donne une profondeur, quelque chose à vos persos. Après, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser,
Je l'ai déjà dit, hein, mais la bio d'Alix fait 27 pages. Je détaille absolument tout de sa vie, de sa naissance, un peu plus loin, pour ne rien dire d'autre. Est-ce que je vais tout mettre là-dedans? Non. Il va y avoir 3 tomes concernant Alix, et pour autant, il y a certaines choses qu'on pourrait peut-être deviner, mais que vous ne saurez jamais. Mais ça donne un petit peu une profondeur au personnage, ça explique pourquoi elle réagit comme ça aussi. Il y a des lecteurs qui vont tout de suite dire « Ouais, mais non, moi je ne réagirais pas comme ça ». Oui, mais imagine-toi dans un monde où tout est un petit peu tout effondré, hein, c'est une dystopie, hein, Alix, hein, pour ceux qui ne savent pas, où la personne est un petit peu seule et qu'elle doit un peu sauver sa peau et survivre. Voilà, imaginez, mettez-vous à leur place aussi. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit juste avant, hein, les expériences, les vôtres d'expérience et aussi celles de vos proches. Il se passe plein de choses dans la vie. On a aussi beaucoup de tuiles qui nous tombent sur la tête. Hein. Il y a pas mal de trucs qui peuvent arriver. Demandez à vos proches, je ne sais pas si par exemple ils sont allés voyager à l'autre bout du monde. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est extrêmement enrichissant et ça fait aussi partie des recherches. Pour reprendre la phrase d'un site, quoi de mieux que sa propre expérience et des situations vécues pour décrire émotionnellement ou physiquement ce que ressentent vos personnages. Pensez aussi à interroger des proches ou autres qui ont vécu certaines situations particulières que vous souhaiteriez exprimer. Et il y a aussi autre chose qui m'a plu. Cette recherche plus émotionnelle que contextuelle est un travail qui se fait dans la durée. N'arrêtez jamais de prendre des notes sur vos émotions, vos ressentis et vos impressions. Peu importe la situation, l'une ou l'autre de ces descriptions pourra vous servir un jour. Il s'agit également d'un excellent exercice d'écriture au quotidien. Oui. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ces lignes? Parce que déjà, oui, ça se travaille un petit peu tous les jours. Parce que tous les jours, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un, ou alors voir sur internet quelque chose, ou une série qui a peut-être vous titillé un petit peu l'esprit, ou attisé votre curiosité, peu importe. Un exemple un peu parlant que j'ai eu récemment, c'est sur Twitter, il y a quelqu'un qui a mis... Alors je me souviens plus de son nom, si quelqu'un peut le mettre dans les commentaires, merci beaucoup. C'est quelqu'un qui avait mis un billet, qui datait de 2015 ou 2016 je crois, concernant les soignants par rapport à la prise en charge des personnes en surpoids. Ça, c'était un discours, mais j'avais envie en plus de le trouver sur internet, je ne trouvais jamais de discours d'un soignant qui parlait de ça. Bam, la personne l'a mis sur Twitter, mais j'ai tout de suite mis ça en signet. Pourquoi? Parce que ça peut me servir pour plus tard. Même si je n'écris pas quelque chose qui concerne ça tout de suite, ça peut servir. N'hésitez pas à mettre en signet, à mettre en marque-page, à enregistrer une émission si ça vous intéresse, peu importe. Ça peut toujours servir. Et en plus, vous gagnerez de temps pour plus tard. Et par ailleurs, écrire un roman et faire des recherches ne signifie pas forcément s'enfermer dans une bibliothèque ou chez soi. La première source d'inspiration peut être l'extérieur, votre expérience, et peut-être qu'en sortant de chez vous, bam, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et maintenant, il faut quand même que je parle de quelque chose, les erreurs à ne pas commettre. Ne bâclez pas vos recherches. Non, il ne faut pas les bâcler. Je dis ça puisque j'ai déjà vu des billets passer comme « écrire un roman en 24 heures » ou encore « au diable le réalisme, écrivez ». Non, parce que alors, même dans une fiction, il faut quand même qu'il y ait certains ancrages, des ponts avec la réalité. Hein. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein, mais j'ai récemment lu un ouvrage où les distances entre des villes, je parle de villes existantes, hein, je ne parle pas de villes fictives, n'étaient pas respectées. Non, pour moi ça ne marche pas du tout. En fait, je décroche complètement. Quand on se trompe dans une distance entre deux villes, en fait ça perd le sens parce que l'histoire n'est plus du tout cohérente. En plus là, c'était quand même beaucoup, hein, c'était pas de l'ordre de quelques kilomètres, hein, je chipote pas pour quelques kilomètres. Non, ça ne va pas. Et c'est idem quand on veut parler d'une maladie. Ça m'est déjà arrivé de lire un livre et qui avait été édité, hein, au passage, hein, parce qu'il n'y a pas que les auto-édités, hein, loin de là où ça se passe. Un livre édité qui parlait d'une maladie. Je travaille de temps en temps avec un médecin, je peux vous dire que c'est pas ça, cette maladie. La personne s'est un petit peu trompée, elle a un petit peu confondu. C'est dommage, hein, parce que c'était très bien écrit, mais tout ce qu'on veut. Et aussi, ne diffusez pas de fausses informations. Alors, j'ai lu un ouvrage en auto-édité où, dès le début, en fait, c'était marqué « Ouvrage se voulant réaliste ». Oui, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et c'était que des fake news. En fait, la personne n'a pas cherché plus loin que le bout de son nez et a des fois même repris des articles du Gorafi.fr, mais au premier degré en fait. Non, le Gorafi.fr c'est un site parodique. Alors pour glisser de l'humour, pourquoi pas, mais alors pour baser une histoire concernant en plus le cancer là-dessus, non. Ne vous découragez pas.
Oui, alors surtout, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, histoire de vous mettre un petit peu déjà un coup aux fesses, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Et aussi, je vois beaucoup trop d'auteurs et d'autrices se dénigrer, disant qu'ils veulent faire le premier jet parfait, ou au contraire, qu'ils ne sont pas satisfaits au bout de 21 réécritures, et qu'ils envoient tout valser, allez hop, c'est bon, ça part au feu, hein, basta. Non, 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 stop, arrêtez-vous. Déjà, vous allez vous regarder dans une glace et dire « J'ai confiance en moi, même si c'est difficile et même si moi-même j'ai du mal. » Oui. Faites-vous confiance. Ayez des bêta-lecteurs et lectrices sérieux. Et quand je dis vraiment sérieux, c'est sérieux. Ça peut être même votre ami, peu importe, mais il faut que la personne soit objective, vraiment, et qu'elle fasse des critiques constructives. Parce que les « oh c'est bien, c'est génial, allez vas-y, tu peux publier », ou alors les « non mais alors ça va pas du tout, hein, moi j'aurais plutôt inséré ça ou ça ». Non, c'est pas ça être bêta lecteur et lectrice. Oui, je ferai certainement une vidéo parce qu'il y en a déjà pas mal qui me le demandent, hein, mais non. Je suis bêta lectrice de 28 auteurs et je peux vous assurer que déjà jamais je ne touche au style. Non, c'est pas possible en fait, non. Et je les aide aussi à avoir confiance. C'est tout. Et également, ne négligez pas vos lecteurs et vos lectrices. On en reparlera, je ferai peut-être aussi une petite vidéo react là-dessus. Mais les lecteurs et les lectrices, ils amènent un point de vue, ils amènent aussi leur critique personnelle en fait. Il ne faut pas les négliger. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Mais il faut voir les critiques constructives. Oui, parce que je l'ai déjà dit dans Comment chroniquer, hein, mais les c'est nul, c'est bien, j'appelle pas ça des critiques constructives. Hein, donc c'est un avis comme ça, on s'en fiche de ça. Si par exemple, un lecteur ou une lectrice vous dit « Bah écoute, ton ouvrage il est pas mal, mais il faudrait peut-être un petit peu revoir certaines phrases ou en tout cas le relire, puisqu'il y a certaines erreurs là-dessus », mais il faut pas le prendre mal en fait. Il faut aussi un peu prendre du recul et se dire « Bon, bah, la personne m'a dit ça, je vais quand même regarder ». Surtout quand en plus elle n'est pas la seule. C'est à partir du moment où vous avez pas mal de personnes qui vous disent ça, oui, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à faire. En bref, et pour résumer cette vidéo qui risque d'être un petit peu trop longue et désolé, prenez les notes dont vous avez besoin. Au fur et à mesure des jours, des semaines, peu importe, prenez des notes. Sauvegardez tout sur votre disque dur interne, externe, un fichier si vous êtes adepte des carnets alors, des papiers, dans un classeur, ou même un dictaphone, hein, pourquoi pas. Moi j'ai une amie autrice, et elle dit en fait toutes ses recherches, elle les laisse sur un dictaphone. Elle parle et elle enregistre. Pourquoi pas, hein, et après elle s'écoute. Ne vous découragez pas. Les auteurs, lecteurs, chroniqueurs même, tout le monde peut vous apporter du soutien et vous aider sur un sujet par exemple que vous ne connaissez pas. Envie d'approfondir un sujet en particulier, il y a des spécialistes parfois sur les RS et parfois rien que sur Twitter, on peut retweeter via Entraide d'auteurs ou la communauté d'auteurs-autrices pour vous apporter de l'aide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu car elle m'a demandé aussi pas mal de recherches et de temps, hein. Ironie un petit peu quand même, hein. Oui, je m'essaye un petit peu à l'humour, mais une vidéo sur les recherches qui demande pas mal de recherches. En attendant la chronique de dimanche, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et soignez votre plume.